Bonjour, François Laugier. Je vais vous parler de s'implanter aux États-Unis. Alors voilà à peu près 30 ans que j'aide des entreprises à venir aux États-Unis, à y réussir, depuis des bureaux qui sont basés dans la Silicon Valley. Donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés là-bas, voilà, merci, ça sera mieux pour ceux qui sont derrière, je suppose, vous pouvez vous avancer aussi. Pour ceux qui sont déjà allés là-bas, la ville de Redwood City, qui est au cœur de la Silicon Valley, et là où sont mes bureaux. Moi, je suis avocat d'affaires de formation. Je suis partenaire dans un cabinet d'une centaine d'associés, et nous sommes répartis dans 8 villes des États-Unis à peu près. Je travaille fréquemment avec des entreprises donc étrangères, des entreprises françaises, et ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui, c'est de partager mon expérience, des méthodes qui pourront marcher, et aussi partager quelques conseils qui, je l'espère, vous seront utiles et surtout vous économiseront des erreurs importantes. Donc, pour ce qui est des conseils pratiques que je veux partager avec vous, il est peut-être utile d'abord de se poser la question et de prendre 2 pas de recul et de se demander pourquoi vous voudrez un jour être présent aux États-Unis. Parce que pour aller aux États-Unis, on n'y va pas pour être une entreprise française qui va faire des affaires aux États-Unis. On y va, à mon sens, pour devenir un joueur dominant sur une scène mondiale. Ça veut dire quoi? On y va pour s'engager. On y va pour réellement convaincre des acteurs locaux. Et j'adore une plaisanterie des Américains qui décrivent ce que veut dire s'engager. Vous savez qu'on exprime ça en disant « to commit ». C'est ce que vont vouloir savoir vos interlocuteurs. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Et ils vous décrivent ce qui est un petit déjeuner américain typique, les œufs et le bacon. Et ils vous expliquent que dans ce processus, la poule a aidé, mais le cochon, lui, il s'est engagé. The hen is involved, the pig is committed. Et être committed, c'est ce que vont vouloir voir vos interlocuteurs. Ça, c'est un point qui est essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'engager, il va falloir aussi repenser vos produits, parce que les produits que vous pouvez propager même dans les pays limitrophes de votre région d'origine, ce n'est pas forcément les produits qui vont avoir du succès aux États-Unis. Donc il faut réellement partir d'une feuille blanche, écouter et reprendre des opérations aux États-Unis à partir de votre code génétique, à partir de zéro. Et c'est pour cela que un des conseils les plus importants que je pourrais peut-être partager avec vous, c'est que pour avoir du succès dans une implantation aux États-Unis, la première chose à faire, c'est d'y amener votre code génétique. C'est amener l'ADN de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez quelqu'un qui, au plus haut niveau de la société, la comprend ses produits et est capable de faire des retours d'expérience client à ses équipes et de transformer la stratégie de la société en temps réel. Et ça, c'est essentiel. Vous construirez aussi de la crédibilité avec les interlocuteurs que vous aurez, les partenaires potentiels, les clients potentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce n'est pas un stagiaire qui fera ça, ce n'est pas un VIE que l'on fait porter par une entreprise amicale, ce n'est pas non plus un voyage occasionnel pour rencontrer un cabinet de recrutement, revenir quelques semaines plus tard et engager l'un des 3 candidats qui ont été sélectionnés et le nommer directeur pays. Parce que ça coupe complètement la communication avec vos équipes, ça coupe complètement la crédibilité que vous essayez de construire avec les interlocuteurs que vous aurez sur place. Donc, conseil essentiel, l'autre conseil tout aussi important, c'est d'investir de vrais moyens. Lorsque vous investissez aux États-Unis, alors, investir des moyens, on pense immédiatement aux moyens financiers. Évidemment, c'est essentiel. Ne cherchez pas à extrapoler sur les coûts que vous pourriez connaître dans les marchés que vous avez déjà abordés. Certains coûts aux États-Unis sont des multiples de ce que vous connaissez. Donc, n'extrapolez pas, faites des vrais budgets, et une fois que vous êtes prêts, allez-y. Ce n'est pas le moment de mettre l'orteil dans la piscine pour savoir si vous allez plonger, c'est le moment d'avoir un plan, d'exécuter sur ce plan et d'y aller. Alors, pour ce qui est des moyens, on a évoqué les moyens financiers, mais les moyens humains seront essentiels. Vous arrivez sur un marché qui
à des opportunités énormes, mais qui aura évidemment aussi une compétition féroce. Et pour gagner cette compétition, vous aurez besoin des meilleurs. Donc vous aurez besoin des ressources les meilleures que vous pouvez avoir dans votre entreprise, et vous aurez besoin du top management, comme je viens de le dire. Une erreur fréquente qui est faite par des entreprises étrangères, c'est de faire du business d'opportunité en utilisant comme véhicule pour signer des contrats la société d'origine qui est à l'étranger, évidemment. Alors ça, c'est une erreur pour de multiples raisons. Rapidement, des chiffres. 70 000 avocats en France, population, vous la connaissez. 1 200 000 avocats aux États-Unis pour une population de 328 millions. Le litige y est omniprésent. Les responsabilités qui peuvent peser sur une entreprise sont énormes et c'est un processus long et coûteux. Donc, exposer votre société française et tous les actifs qu'elle comprend et les dirigeants qui y sont, alors que vous approchez un marché dont vous ne connaissez rien et que vous pouvez vous retrouver dans du litige, ce n'est vraiment pas utile, surtout quand il y a des alternatives. Vous pouvez former une société filiale aux États-Unis. Cette société filiale, on le verra, ça sera votre fusible en quelque sorte si quelque chose va mal. Vous pouvez également faire des contrats à travers une société que vous acquérez aux États-Unis. Ça, c'est les deux méthodes que j'aborderai dans un instant. Mais surtout, et c'est tentant pourtant, ne faites pas de business avec votre SA ou votre SAS. Vous pouvez signer certainement un NDA, vous pouvez être présent, essayer de comprendre le marché et être présent dans des voyages d'exploration, mais pas de business avec la SAS. Ne tombez pas dans le litige. Une des meilleures façons de se prévenir contre cela, c'est en amont d'avoir des contrats qui fonctionnent et d'avoir bouclé le domaine légal. Alors évidemment, un avocat vous dit que le légal est important. J'imagine que vous prenez cette remarque avec un grain de sel. Mais si vous parlez à des CEO d'entreprises qui ont abordé le marché américain, ils vous diront tous la même chose. C'est un marché extrêmement formaliste. Le légal est très important. Et donc, la meilleure façon de se prévenir de litige, c'est bétonner des contrats et également, en cas de litige, toujours transiger. Le litige qui va jusqu'au bout est une sentence d'exécution pour une start-up ou une société avec des moyens limités. Donc, voilà pour les quelques conseils qui pourraient vous servir dans ces circonstances. Et une chose pratique qui est aussi nécessaire de savoir, c'est qu'il est important de s'assurer. On pense tous évidemment aux assurances pour l'indemnisation que donne une assurance en cas de dommage qui serait causé à la fin de la journée. Mais vu que l'on ne récupère pas aux États-Unis dans un procès les honoraires d'avocat, y compris lorsqu'on triomphe, vous avez un problème de cash flow si vous vous retrouvez dans un litige. Et ce problème de cash flow, il est important de savoir qu'un des devoirs d'une compagnie d'assurance sur un risque couvert, c'est de vous procurer un devoir de défense, et donc vous procurez un cabinet d'avocats qui viendra prendre votre défense sans que vous ayez à payer les honoraires. Donc ça, c'est énorme parce que vous risquez de vous retrouver dans des batailles de David contre Goliath et de ne pas pouvoir financer votre bon droit. Donc, voici pour ces quelques remarques donc, sur les choses pratiques que vous pourrez faire. J'ai dit que j'allais aborder 2 méthodes d'approche du marché américain. La première méthode, qui est la plus intuitive, c'est la création d'une filiale aux États-Unis. Et la deuxième méthode, c'est l'acquisition d'une société. Ça correspond au raisonnement que se pose toujours un chef d'entreprise. Est-ce que je construis les ressources dont j'ai besoin? Est-ce que je les achète? Le build or buy américain. Alors, le build, évidemment, c'est le meilleur retour sur investissement lorsque ça a du succès. C'est aussi une partie qui est relativement risquée à jouer, parce qu'on construit de rien dans un domaine que l'on connaît assez peu. Mais rapidement, en se posant quelques questions, pourquoi, quand, où et comment
on va pouvoir cerner les besoins d'un chef d'entreprise à former une société et le moment auquel il choisira de le faire. Pourquoi avoir une société? Je l'ai évoqué déjà. Vous aurez de la crédibilité instantanée. Vous ferez du business avec une Inc., pas avec une SAS. Vous aurez ce fusible que j'ai évoqué. Et puis, vous aurez aussi la possibilité d'avoir des opérations. Pour prendre un bail, pour employer des gens, il vous faut une société sur place. Et puis, si c'est votre plan que de lever de l'argent, si c'est votre plan que d'amener des capitaux risqueurs dans votre entreprise, vous ne pourrez le faire que si vous êtes présent physiquement sur le marché. Donc, former une société, quand aurez-vous besoin de former une société? Dès l'instant où vous aurez des ventes. Nous l'avons dit. Et une remarque sur les ventes. Le marché américain est extrêmement nationaliste. Vous convaincrez bien plus un interlocuteur américain de faire des affaires avec vous si vous pouvez prouver que le produit ou le service que vous vendez, vous l'avez vendu à, que sais-je, Ace Hardware, une chaîne de magasins de bricolage américaine, et sans évidemment mésestimer leur taille et leur influence, que si vous avez des références sur des clients comme Orange, Air France et d'autres grands groupes français. Un Américain aimera mieux savoir que vous avez déjà vendu au magasin dans la même rue que leurs quartiers généraux que des grands noms du commerce international s'ils ne sont pas américains. Quel est le premier? Il en faut bien un au départ. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'avoir le CEO de la boîte avec sa capacité à convaincre, avec sa connaissance des produits, avec une démonstration qu'il y a une équipe qui va être derrière, qui vienne là et qui fasse la vente. Et chose très importante, les Américains adorent l'excellent service. Et donc, si vous arrivez aux États-Unis, soyez prêts à avoir derrière vos opérations un service impeccable, un customer service qui soit disponible sur les horaires américains, sur les 3 heures que couvrent les fuseaux horaires américains et qui réellement répondent à tous les besoins du client. Si vous répondez à 99% des besoins du client, vous avez perdu. Un Américain qui fait Airbnb et qui a quelque chose de moins qu'un 5 comme notation, il est complètement dépité. Il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est vraiment, il y a une recherche de la perfection dans le service qui est très importante à connaître. Alors, autre chose, si vous vous implantez aux États-Unis, où allez-vous vous implanter? Beaucoup de clichés sur les lieux où on peut s'implanter aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on est dans la finance qu'on va à New York, ce n'est pas parce qu'on est dans la technologie qu'on va nécessairement à la Silicon Valley, ce n'est pas nécessairement parce qu'on est dans le film qu'on va à Hollywood, et ce n'est pas nécessairement parce qu'on est dans le tourisme qu'on va en Floride. C'est une analyse beaucoup plus fine que vous ferez. Et la troisième analyse que vous ferez, c'est combien ça va représenter que de créer une filiale et où la créer en fonction des coûts également. Et la fiscalité aux États-Unis, sachez qu'elle s'attache à tous les États et tous les individus de la même façon au niveau fédéral. C'est-à-dire la fiscalité qui est la part du lion de la fiscalité américaine, c'est la fiscalité fédérale. La fiscalité d'État, chacun des 50 États des États-Unis décide de comment taxer ses ressortissants. Et ça, c'est une minorité de la taxation. Donc toutes ces études sur la taxation, les coûts, etc., c'est plutôt les coûts de la vie que la fiscalité, parce que la fiscalité d'État, elle est relativement limitée. Alors, on va rapidement partir sur les modalités. Une société, ça se forme très rapidement par rapport à ce que vous avez connu de par le monde. Ça se forme très facilement aux États-Unis. Le coût est toujours abordable parce que c'est un produit absolument fongible. Donc que vous alliez sur Internet ou que vous alliez prendre un grand cabinet d'avocats, vous paierez à peu près la même chose pour une raison simple, c'est que c'est simplement l'occasion pour un conseil de commencer à travailler avec quelqu'un, commencer à montrer qu'on est capable de faire quelque chose. Donc c'est un produit à peu près fongible. Et vous aurez ainsi acquis une plateforme qui vous permettra de fonctionner en grande tranquillité et d'avancer très vite. Alors l'autre façon d'avancer très vite, c'est l'acquisition d'une société.
Vous êtes dans un contexte que vous ne connaissez pas. Vous savez qu'une acquisition, de façon très grossière, hein, ça peut être fait de deux façons. On peut soit acquérir les actions d'une société et en devenir l'actionnaire, soit on peut acquérir les actifs d'une société et faire fonctionner ces actifs. Alors, idéalement, si vous vous posez la question, voilà, un contexte que je ne connais pas bien, comment aller vite, comment acquérir une société, le moins de risques que vous prendrez, c'est d'acquérir des actifs de société. Pourquoi? Parce que vous faites une liste des actifs que vous acquérez et tout le passif que vous pourriez ignorer, et on ignore beaucoup de choses quand on n'est pas familier avec une localisation, eh bien, ce passif, vous ne l'aurez pas. Alors, évidemment, une acquisition d'actions, c'est plus simple d'un point de vue processus, c'est peut-être un petit peu moins coûteux au niveau de l'exécution, et ça permet surtout une continuité plus facile des opérations, parce qu'il n'y a pas à re-signer tous les contrats, à réembaucher des employés, etc. Mais très souvent, et il y a aussi des considérations fiscales dans ce choix, mais très souvent, l'acquisition d'actifs est l'acquisition la plus sûre. Donc voilà pour les remarques concernant les acquisitions. Plusieurs autres choses très rapides pour ce qui est de la logistique. N'essayez pas de devenir un architecte de la logistique de votre société aux États-Unis. N'essayez pas de superviser toutes les professions et toutes les ressources que vous aurez. Il y a de nombreux services qui sont organisés comme des one-stop shops. Ça fonctionne très bien et le coût de leur service est certainement inférieur au coût de votre temps. Donc ça marche très bien et il ne faut pas tellement le remettre en question, ça, vous irez beaucoup plus vite. La question, c'est donc de s'engager totalement, complètement, de ne pas laisser le moindre doute dans l'esprit de vos interlocuteurs, de vos clients potentiels, sur le fait que vous êtes là pour réussir, parce que c'est des histoires de réussite qu'ils veulent écouter. Et évidemment, il faudra aussi être présent avec du vrai code génétique de votre société. Voilà, merci. François, merci beaucoup et on peut l'applaudir.